Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran sur mes genoux pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Voilà, je vous prie de m'excuser pour ces quelques jours où le son a été en mono. Ne sortait que d'un canal, j'ai simplement eu du mal à paramétrer. J'ai oublié tout simplement de paramétrer mon OBS sur mon nouveau matériel informatique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thread sur Twitter, enfin d'un message qui a été partagé sur Twitter, qui est un message assez important, qui raconte un tout petit peu les violences que peuvent subir certaines femmes dans le milieu de la critique ciné. Et j'ai obtenu bien évidemment l'autorisation de son autrice pour vous le lire. Et donc, on va découvrir ça ensemble. Safran, arrête de pousser mon micro, s'il te plaît. Et dis bonjour à tout le monde. Voilà. N'oubliez pas, d'ici 4 ou 5 jours sur la chaîne Les Dossiers du Foilier, ça y est, c'est prêt, je vais sortir le dossier dont je vous ai parlé sur Arthur. J'ai visionné beaucoup de vidéos d'apprendre où à laisser, vous verrez dans l'épisode un petit peu comment je m'y suis pris, j'explique tout. Ce que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, c'est une minuscule goutte d'eau dans l'océan. Je pense que vous n'avez pas idée de tout ce que j'y ai découvert, ça va donner un épisode difficile, très long, il y en aura pour je pense 1h30, 2 heures. J'avais récupéré presque 1000 extraits que je voulais vous montrer. Finalement, je vais me limiter à 300, 350 les plus parlants pour ce que j'ai à raconter. Mais je garde absolument tout sous le coude. Tout, sans aucune exception. Je garde tout sous le coude. Au cas où, un jour, je sais pas, les avocats d'Arthur décident de faire censurer la vidéo ou de porter plainte. Bon, bref, c'est accablant. Je sors ça dans 4 ou 5 jours. J'ai beaucoup de travail d'écriture et de montage, mais je me dépêche, croyez-moi. Je ne fais que ça depuis une semaine. En attendant, revenons à nos moutons. Il s'agit d'Amandine, sous le pseudonyme Mother of Sight. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Twitter pour la soutenir, qui a partagé ça. Elle a partagé à propos du milieu de la critique ciné, de ma plainte et du reste. Et donc on va lire. Cela fait 2 ans que j'attends de pouvoir tout dire et nous y voilà enfin. Et la première question, comme toujours, sera la suivante. Pourquoi pas avant ? La fameuse question, pourquoi les femmes ne parlent pas plus tôt ? Bah oui, mais si jamais vous vous faites cambrioler et que vous attendez 3 jours, pourquoi vous n'avez pas porté plainte plus tôt ? Je sais pas, parce que vous avez peut-être mieux à penser. Vous avez été renversé par une voiture, pourquoi vous n'êtes pas allé porter plainte plus tôt ? Voilà, je sais pas, peut-être le temps de prendre soin de vous. C'est toujours les mêmes arguments qui sont des mauvais arguments, des arguments fallacieux, des arguments pour faire reposer non seulement le poids de la culpabilité sur les femmes quand elles subissent des violences sexistes ou sexuelles, quand elles subissent du harcèlement sexuel, voire pire, des viols. Et en plus de ça, ce sont des arguments masculinistes qui ont tendance à diminuer la responsabilité des hommes dans ce type de fait. Depuis 2023, soit peu de temps après avoir mis les mots sur ce qu'il s'était passé, j'ai pris la décision de rendre ce récit public. La principale difficulté résidait dans la manière de le faire. J'ai passé près de 2 ans à raconter mon histoire à plusieurs journalistes issus de médias différents qui ont été rattrapés par la réalité du terrain. Les noms ne sont pas connus, il n'y a pas de moyens ni de temps dans les rédactions pour se consacrer à ce genre de sujet. Je n'en veux à personne et je les remercie pour le temps consacré, mais l'enchaînement de déceptions m'est devenu insoutenable. C'est dur quand vous écrivez du coup à des journalistes pour essayer d'être relayés et que les journalistes ont tellement de sujets à couvrir qui n'en parlent pas, mais on a souvent l'impression que les VSS sont un non-sujet. Je ne voulais pas tout balancer comme ça et je voulais passer à autre chose. Je n'ai absolument rien à gagner à m'exposer de la sorte. J'ai au contraire tout à perdre. J'ai un tweet, je ne sais pas pourquoi, qui a cartonné à propos de Norman, où Norman revient sur YouTube et j'avais simplement tweeté les accusations de viol brisent des carrières, celles des personnes qui accusent, pas celles des hommes, qui reprennent toujours leur carrière comme si de rien n'était. On le voit avec tellement d'exemples. J'ai voulu que tout ça ne soit pas vain. Ma plus grande crainte, c'est que l'on passe à autre chose, comme le milieu a tant l'habitude de le faire dès lors qu'on s'attaque à ses rangs. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, le silence m'est insupportable et je ne peux pas espérer me reconstruire sans le briser. Ma toute première prise de parole remonte à 2022, c'est long, affreusement long. C'est du temps perdu dans ma vie, d'autant plus, et je le sais, je passe pour la folle, l'hystérique, qui parle seule dans son coin, la menteuse qui hurle, mais qui ne dit jamais rien. Un grand classique, on psychiatrise du coup les colères des femmes, même quand elles sont en colère parce qu'elles ont subi des agressions sexuelles. On les psychiatrise, ça permet de décrédibiliser leurs paroles. Et de dire non mais regardez, elle sait pas gérer ses émotions. J'aimerais bien vous y voir vous après une agression physique ou sexuelle ou quoi que ce soit, gérer vos émotions. C'est insupportable, vraiment c'est insupportable. Je suis consciente de ce que je risque à tout dire, tant pis qu'il en soit ainsi, je vais tout raconter dans le moindre détail. Je le fais car j'aimerais rappeler qu'avant d'être un nom, un pseudo, je suis un être humain. Je n'attends pas qu'on me donne des conseils ou son opinion, je m'en contrefiche encore moins que l'on compatisse avec moi. Il ne s'agit pas de lever un tribunal public, tout ceci est très digne. En décembre 2021, aux côtés de Noémie Luciani, nous lançons un appel à témoignages de victimes de VSS dans le milieu de la critique cinéma en l'occurrence.
Nous avons rencontré de trop nombreuses personnes pendant un an et nous continuerons de le faire en dépit de ce que cela nous coûte personnellement. Personne n'a voulu se saisir de ce sujet pour la simple et bonne raison que personne n'a le temps d'investiguer réellement sur un milieu aussi méconnu et spécifique que les critiques ciné. Elle a entièrement raison, ces personnes-là ne sont pas des personnalités bankable et donc voilà, la presse ne va pas vendre beaucoup de tirages hein, si jamais ils en parlent. Bon bref, c'est assez triste et donc elle a dû se débrouiller seule comme elle le dit. Elle n'explique pas cet abandon par la lâcheté collective, encore moins d'un milieu qui ne rate aucune occasion de clamer haut et fort ses valeurs progressistes et féministes. Non, elle dit « Je n'explique pas cet abandon et cette lâcheté collective ». Bref. Plusieurs personnes dans le milieu de la critique ont participé à la négation de mon identité, de ma dignité et de ma parole. Curieux phénomène dans un métier où les mots et la parole sont inestimables. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé. Quand on m'a diagnostiqué un stress post-traumatique et que j'ai commencé ironiquement à tenter d'exprimer ce qui s'était passé auprès d'une psychologue, je passais parfois des heures incapables à prononcer un seul mot. Parfois je bégayais, la plupart du temps rien ne sortait. Je ne me sentais plus comme un être humain. Bon, c'est terrible ce qu'elle décrit. Donc ça, c'est le premier post. Voilà, vous allez voir, il y a quelques pages ensuite à lire, mais c'est très important de relayer sa parole. Marc Moquin était proche d'Indepanda. Indepanda, vous connaissez, on en a parlé sur la chaîne. Hein. En 2022, Numérama sort une enquête sur les accusations de VSS liées à Indepanda, dans lequel, sous pseudo, Marc Moquin témoigne de ne pas imaginer une seule seconde que son ami aurait pu agresser quelqu'un. Pendant toute la période où je l'ai fréquenté, entre 2021 et 2022, Marc était terrorisé et obnubilé par le fait qu'on l'associe à Indepanda. Je sais que je ne suis pas la seule à le savoir. Au fur et à mesure, son discours auprès de moi change progressivement et il dit ne plus croire les victimes. En mai 2022, il qualifie les accusations de calomnie par message. En parallèle, j'ai porté plainte contre Pauline Fallet, fondatrice et rédactrice en chef de Soro Ciné, pour abus de confiance dans la caisse de l'association pour des faits qui se sont tenus de début 2021 à mi-2022. J'ai découvert ces faits en avril 2022 et j'ai porté plainte en décembre 2022, toute seule, car le nouveau comité de rédaction de Soro Ciné, dans un premier temps, ne souhaitait pas que je le fasse. J'ai quitté le média dans la foulée, j'ai compris par la suite que ce que j'avais fait avec le site et la revue était invisibilisé. J'ai quitté la rédaction du Bleu du Miroir en août 2021 où j'étais rédactrice depuis 2018, puis rédactrice en chef adjointe depuis 2020. J'ai appris à avoir été accusée à tort d'avoir volé les contacts des attachés de presse. Il m'aurait été rapporté par le rédacteur en chef par téléphone en avril 2022 que le rédacteur en chef adjoint demandait à sa rédaction de ne plus interagir avec moi sous peine de représailles sur les réseaux sociaux car j'étais une traîtresse d'être partie de la rédaction alors que je l'avais quitté pour me consacrer à Sorociné. En avril 2022, le rédacteur en chef a décliné mon invitation à la soirée de lancement du numéro 2 de Sorociné car, elle le cite, « Il ne faut surtout pas que j'apparaisse sur une photo et que je sois vu en ta présence. » En mars 2023, je prends contact avec le syndicat de la critique. J'avais déjà fait remonter en décembre 2021 le comportement inapproprié d'un critique envers des jeunes femmes qui venaient d'arriver dans le milieu. J'avais été reçu par le bureau tout entier qui me disait prendre très au sérieux ces faits et m'avait donné quelques conseils à transmettre aux victimes. Je n'ai trouvé rien d'autre que on ne comprend pas pourquoi tu racontes tout ça, on ne peut rien faire, ce sont des bâtons dans les roues d'un métier déjà difficile, on me presse de nommer Marc Moquin car ça ne sert à rien de nous en parler sinon. Je veux dire, c'est honteux quoi, donc voilà, on la presse de nommer du coup l'agresseur, on sait à quel point ça peut être dangereux pour les victimes de nommer l'agresseur présumé. Et là on la presse de le faire parce que soi-disant ils peuvent rien faire sans, de toute façon il va rien se passer même quand elle aura donné son nom. On me dit qu'on ne peut pas me mettre en relation avec une aide juridique, on m'assure surveiller ça de loin. Je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas bénéficier d'une aide juridique dans ce cas-là par son syndicat, mais est-on étonné qu'un syndicat dans le milieu du cinéma ne protège pas les femmes? Bref, on m'assure surveiller ça de loin. 15 jours plus tard, dans la newsletter Revue et corrigée, il est mis en avant avec un paragraphe en dessous, invitant les victimes de VSS à se rapprocher du bureau pour être mis en relation avec une aide juridique. Ah, mais pas Amandine. Revue et corrigée sera à nouveau mis en avant quelques mois plus tard dans leur newsletter. La version longue fait plus de 30 pages. J'ai souhaité décrire le plus possible les événements dans leurs détails, car j'estime, et même si c'est atrocement difficile de s'exposer ainsi, qu'il relève beaucoup sur les rouages d'un milieu extrêmement précaire. Aussi, car je sais ce qu'il va se passer, vous trouverez toujours un moyen pour me dénigrer ou me traiter de folle. Peu m'importe, je suis sereine d'enfin libérer la vérité et vous ne pourrez plus rien faire contre ça. Au moins, je n'ai pas à vivre avec le sentiment de honte de n'avoir rien fait quand une victime a demandé de l'aide. J'aimerais avoir tant d'imagination et pouvoir me cacher derrière en pensant que tout ceci est une conspiration qui sortirait de mon cerveau malade. Ce serait tellement plus facile que d'admettre que tout ce qu'il s'est passé n'a strictement aucun sens. C'est ça le plus difficile, ça n'a aucun sens, c'est juste cruel. Je ne sais pas ce que l'on ressent lorsqu'on est mis face à la réalité de ses actions. Je m'en fiche, je ne veux rien savoir. Par contre, je sais ce que sont les conséquences de vos actions et non-actions, et elles entachent ma vie pour toujours. C'est très intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle parle d'un Darvo classique, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont commis des actes répréhensibles par la loi vont ensuite pleurer pour essayer
de jouer sur la corde empathique des femmes en disant mais tu comprends, ma carrière va être fichue, c'était qu'une erreur, machin, machin. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles soient plus concentrées sur le fait de les protéger que de ne pas parler, parce que si elles parlent, vous comprenez, ça va nuire à leur carrière. C'est honteux, hein, c'est de la pure manipulation. Je ne suis pas la bonne victime et sans doute passerez-vous plus de temps à déterminer si je suis une pute plutôt qu'une salope. J'ai fait les choses comme vous le souhaitiez. J'ai vu des psys, une avocate, j'ai porté plainte, 2 plaintes même. De toute façon, je le sais, ça ne suffit pas. Ça n'est jamais assez, c'est toujours trop. Elle a raison, on l'a vu avec l'affaire Mazan, il y a quand même des gens qui ont défendu les accusés, alors que les viols ont été filmés, que la moitié d'entre eux ont reconnu les faits, quoi. C'est invraisemblable. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous croyiez les femmes, hein? Vous aurez tout oublié dans quelques jours, moi jamais. Mon silence a été difficile, le vôtre m'a anéanti une seconde fois. Peut-être parviendrez-vous pour une fois à dépasser le bon mot opportuniste et vide de sens et à faire quelque chose de concret. Peut-être que pour une fois, vous vous poserez la seule question qui importe vraiment. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Aujourd'hui, je pense... Excusez-moi. Alors, attendez. Alors, il me manque... Ah, voilà. J'aimerais... Oui, c'est ça. J'aimerais également faire un point sur Sorociné et la manière dont les choses ont été gérées. Aujourd'hui, je pense que ce projet de revue n'aurait pas dû voir le jour. Ce projet a été lancé n'importe comment et nous avons appris sur le tas. Nous étions des amatrices et je pense qu'il est nécessaire de l'admettre. En plus de la gravité de ce qu'il s'est passé, il y avait un gouffre gigantesque entre ce qui était vendu et la réalité. Je ne remets pas en question la qualité des textes des rédacteurs et rédactrices qui y ont contribué, je les remercie sincèrement pour leur confiance. Mais la qualité de la revue n'est clairement pas à la hauteur et j'ai honte tout particulièrement de ce numéro 2. J'ai honte aussi car dès lors que l'on décide de faire un projet avec des valeurs féministes, il y a un devoir de porter ces valeurs jusqu'au bout. Ce projet a malgré lui contribué à invisibiliser et précariser les rédacteurs et rédactrices avec une rémunération en droit d'auteur et non pas en salaire ni en pige. Plutôt que de remettre en question le système, nous l'avons bêtement et simplement recopié, nous n'avons pas fait mieux. La revue a été entièrement faite sur la base du financement participatif. À toutes ces personnes qui ont donné de l'argent, je suis désolé. Désolé d'avoir livré un travail aussi bâclé, bref. Bon, c'est très digne. C'est terrible parce que quand vous avez des femmes, du coup, qui, dans ce type de milieu-là, très masculiniste, dans lesquels, allez voir hein, sur les dossiers du Foilier, le deuxième dossier sur le monstre ultime du cinéma, qui n'est finalement pas un dossier qui raconte qui est le monstre ultime du cinéma. Là, je prends l'exemple dans cet épisode de Mike Tyson, mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que le monstre du cinéma, c'est le cinéma lui-même, c'est l'industrie cinématographique, mais ce sont les industries en général. À partir du moment où vous avez des hommes qui ont de la puissance, qui ont du pouvoir, ces hommes-là peuvent potentiellement en abuser. Et quand ils en abusent, ils vont verrouiller le secret, ça c'est la stratégie de l'agresseur, ils vont verrouiller le secret pour faire en sorte que le secret ne puisse pas s'échapper. Et si le secret s'échappe, eh bien tout est prévu à l'avance. Tout est calculé à l'avance. Eh ben on va dire que les femmes elles sont folles, on va dire qu'elles sont hystériques, on va demander pourquoi elles n'ont pas porté plainte avant, on va remettre en question leur témoignage, etc. Et tout ce que Amandine a pu vivre, qui est complètement remis en question, que ce soit des faits d'agression sexuelle, de violence sexiste et sexuelle, de harcèlement sexuel, de propos sexistes, etc. Le fait que tout ne soit ni entendu ni cru par la majorité des hommes, parce que la parole d'une femme vaut moins que la parole des hommes qui cherchent à se défendre de leurs propres actions, c'est tout à fait déprimant. Et je voulais témoigner mon soutien à Amandine, la féliciter pour le courage qu'elle a eu de parler de tout ce qu'elle a pu vivre et de ce texte particulièrement digne qu'elle a posté sur les réseaux sociaux. Un texte qui lui vaut mais des attaques incessantes depuis que le texte a été partagé. Je vous incite, s'il vous plaît, à aller vous abonner à sa chaîne, à son compte Twitter pour lui témoigner du soutien. C'est absolument nécessaire. Et si vous êtes un homme, écoutez la parole des victimes, accueillez-la, comme l'expliquait Ernestine Renet, le juge Édouard Durand, accueillez-la avec bienveillance, avec neutralité, ne prenez pas le parti pour les agresseurs, accueillez le témoignage avec bienveillance. Vous n'êtes pas là pour dire ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé, personne ne vous demande ça. Personne ne vous demande d'être juge à la place des juges. Ce que les gens me disent souvent dans cette vidéo, oui mais du coup, à quoi ça sert la justice si c'est nous qui faisons la justice? On ne vous demande pas de faire la justice. On vous demande d'accueillir les témoignages avec bienveillance, avec neutralité, avec empathie. Et rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul 1% seulement des faits d'agression sexuelle qui sont punis devant un tribunal, d'une part, et que d'autre part, les fausses accusations, ça n'existe pas, c'est dans votre tête, c'est une fable qu'on raconte aux enfants le soir pour leur faire peur, c'est une fable que l'on raconte aux puissants pour leur faire peur. Les femmes n'ont aucune raison de vous mentir. C'est ça le principe de neutralité. Si vous êtes parfaitement neutre et que vous voyez les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils existent en France et dans le monde, eh bien vous devez vous dire, un témoignage n'a aucune raison d'être faux. Aucune. Et donc je l'accueille comme tel. Soutien à vous Amandine et bravo pour votre courage. Allez, à bientôt.